L'assassiné perpétuel. 26 mai 1933, 16h10. Les pompiers de la caserne de Clamart ont été prévenus 5 minutes plus tôt qu'il y avait le feu dans un pavillon au 136 avenue du Bois de Boulogne. Les pompiers pénètrent dans le jardin du pavillon sinistré. L'incendie n'a pas l'air très grave. Le feu n'a pris que dans une seule pièce, au premier étage. Pourtant, il faut faire vite, car des cris s'en échappent. Quelqu'un semble prisonnier à l'intérieur. Les pompiers grimpent 4 à 4 les escaliers, arrivent devant la pièce en question. La porte est fermée à clé. Ils la démolissent en quelques coups de hache. Il était temps. La pièce, une chambre de dimension modeste, est envahie par une fumée suffocante. Sur le plancher, un vieil homme inanimé. Il a les cheveux, les sourcils et tout le visage brûlé. Il est vêtu d'un pantalon et d'une chemisette brûlée eux aussi. Il faut l'amener à l'air libre et pratiquer la respiration artificielle pendant 10 bonnes minutes pour qu'il reprenne ses esprits. L'homme bredouille quelque chose comme « c'est eux ». Et il retombe dans l'inconscience. Tandis qu'on l'emmène à l'hôpital, les pompiers examinent les lieux du sinistre. Le feu a pris sous le lit avec une rapidité anormale. Si l'on y ajoute la porte fermée à clé, cela fait beaucoup d'éléments troublants. Le surlendemain, le commissaire Joseph Dupré de Clamart est à l'hôpital au chevet du rescapé. L'homme s'appelle Raoul Chenier. Il a 69 ans, il est veuf et retraité des postes. Il habite le pavillon en compagnie de son fils Paul, contremaître chez Renault, et de sa belle-fille Isabelle. Le commissaire Dupré a déjà interrogé Paul et Isabelle Chenier sur les circonstances du drame. Lorsqu'a éclaté l'incendie, ils étaient au cinéma, comme tous les samedis soirs. Pour eux, pas de doute, il s'agit d'un accident. Raoul Chenier a mis le feu en fumant dans son lit. Il ne devait pas trop savoir ce qu'il faisait. Depuis la mort de sa femme, il abuse largement de la bouteille. Pour l'instant, en tout cas, Raoul Chenier semble parfaitement lucide. « C'est un meurtre, monsieur le commissaire. Sauvez-moi. Ils veulent me tuer. » Le commissaire Dupré considère le retraité. Il est pitoyable avec son corps chétif, sa tête recouverte de bandages et ses mains agitées de tremblements. Il n'y a qu'1 an que Joseph Dupré a été nommé commissaire. Il n'a pas encore vraiment l'habitude des affaires sordides. Mais il lui déplaît d'imaginer que ce pauvre homme voué à une mort atroce par son fils et sa belle-fille. « Il ne faut pas avoir ces idées-là, monsieur Chenier. Vous avez mis le feu vous-même, sans vous en rendre compte. »« Non, ils ont voulu me faire griller comme un cochon, je vous dis. J'ai été réveillé par les flammes. J'ai voulu sortir, mais la porte était fermée à clé. C'est une preuve. Vous l'avez sans doute fermée à clé vous-même, sans vous en apercevoir. Pourquoi votre fils et votre belle-fille auraient-ils fait une chose pareille ?» Raoul Chenier a un ricanement sinistre. « Pour hériter, pardi, et pour se retrouver seul à la maison. Vous êtes jeune, vous ne savez pas ce qu'on fait subir à nous les vieux. » Après quelques mots de réconfort, le policier quitte Raoul Chenier avec une légère sensation de malaise. Il ne va pas donner suite à l'affaire. Comment inculper 2 personnes sans preuve? Toutefois, il est évident que si un fait nouveau survenait, il reprendrait l'enquête. 2 septembre 1933. Le commissaire Dupré est de nouveau dans le pavillon des Cheniers. Mais l'événement qui vient de se produire n'est pas exactement celui auquel il s'attendait. Raoul Chenier vient de tenter de se pendre. Isabelle Chenier explique aux policiers les circonstances du drame, tandis que les pompiers et un médecin s'empressent autour du blessé. Isabelle Chenier est une petite blonde, au physique assez désagréable. « C'est presque un miracle, monsieur le commissaire. J'ai entendu un cri dans le garage, je me suis précipité. Mon beau-père avait voulu se pendre au tuyau de la chaufferie. Heureusement, la corde avait cassé et il était par terre sans connaissance. » Le commissaire Dupré avise Paul Chenier, un grand gaillard brun à la carrure de colosse. « D'après vous, pourquoi votre père aurait-il fait cela ?»« Je ne sais pas. C'est peut-être à force de trop boire. » Le commissaire ne répond rien. Bien sûr, dans la plupart des cas, les suicides n'ont pas de raison valable. Mais en ce qui concerne Raoul Chenier, ce geste désespéré paraît encore plus invraisemblable. Voilà un homme qui affirmait il y a quelques mois avoir été victime d'une tentative de meurtre et qui implorait le secours de la police. Et maintenant, il veut mettre fin à ses jours? C'est absurde. Le médecin qui pratiquait la réanimation quitte le chevet du pendu. Raoul Chenier, visiblement hors de danger, reprend des couleurs. Mais il reste inconscient. Le médecin fait un signe au policier pour lui faire comprendre qu'il veut lui parler à part.
Dès qu'ils sont suffisamment éloignés, il s'adresse à lui à voix basse. « Il y a un problème, commissaire. Cet homme est dans un coma éthylique. Je pourrais vous dire la dose exacte après les résultats de la prise de sang, mais il est vraisemblable que c'est considérable. » Le commissaire Dupré éprouve un choc. Voilà qui change tout. Est-ce qu'il avait assez conscience pour se pendre? Je ne sais pas. C'est peut-être précisément l'ingestion d'alcool qui a déterminé l'idée suicidaire. Mais avec une dose pareille, je me demande s'il a pu avoir le sens de l'équilibre nécessaire. En fait, vous pensez plutôt qu'il était inconscient et qu'on l'a pendu. Je ne pense rien, monsieur le commissaire. Tout ce que je pourrais vous donner, c'est le taux précis d'alcoolémie. Après, ce n'est plus de ma compétence. Le taux précis d'alcoolémie, le commissaire Dupré le connaît. Il le connaît le lendemain. 3 grammes. Une dose énorme. Oui, il pourrait fort bien s'agir d'une tentative de meurtre ayant échoué de justesse. C'est d'ailleurs l'avis du rescapé qui n'a conservé que de sa mésaventure qu'une trace bleuâtre autour du cou. À l'hôpital, le dialogue avec le commissaire est le même. « Ils ont voulu me tuer, vous me croyez maintenant ?»« On n'arrête pas les gens sans preuve, monsieur Chénier. » Le petit homme est plus pâle et plus tremblant que jamais. Il a les yeux injectés de sang. « Alors vous aurez ma mort sur la conscience, car ils recommenceront, et ce coup-ci ce sera le bon. » Le commissaire ne répond pas et s'en va, encore plus troublé que la première fois. Pourtant les éléments ne sont toujours pas suffisants pour justifier une inculpation. Il doit en rester là. 15 février 1934. Le commissaire Dupré a été appelé d'urgence au pavillon des Chéniers. Les infirmiers viennent tout juste de quitter la chambre de Raoul Chénier en l'emportant sur un brancard. C'est une véritable boucherie. Le malheureux a la tête en bouillie. On se demande par quel miracle il respire encore. Le drame a eu lieu dans sa chambre. La vue de la pièce soulève le cœur. Il y a du sang partout, même au plafond. Sur le plancher, un lourd marteau avec des cheveux collés. Paul et Isabelle Chénier viennent d'arriver. Comme la première fois, le drame s'est déroulé un samedi, et ils étaient au cinéma au moment où il a eu lieu. Ils ont découvert l'abominable spectacle rentrant, et ils ont aussitôt prévenu la police. Enfin, c'est ce qu'ils prétendent. Le commissaire Dupré leur montre le marteau baignant dans une mare de sang. Et cette fois, c'est une tentative de suicide? Le couple ne peut que balbutier. Qui a fait cela? Qui a fait cela? Les mêmes que ceux qui ont mis le feu à sa chambre et qui l'ont saoulé avant de le pendre. Je vais vous demander de m'accompagner. Pendant les jours qui suivent, Paul et Isabelle Chénier nient farouchement avoir tenté d'assassiner leur père et beau-père. De son côté, celui-ci lutte contre la mort. À la suite d'une trépanation extrêmement délicate, les médecins finissent par le déclarer hors de danger. Il y a décidément chez ce vieil homme chétif une vitalité extraordinaire. Et c'est alors que le médecin, le même que lors de la pendaison, vient déposer ses conclusions à propos des coups de marteau. À la demande du commissaire, il a examiné attentivement la victime et les traces de sang laissées dans la chambre. En entrant dans le bureau du policier, il demande, particulièrement excité: « J'ai des informations qui vont vous surprendre, monsieur le commissaire. » Le commissaire Dupré prend un air intéressé. Pourtant, il ne s'attend absolument pas à ce qui va suivre. La victime a été frappée sur le sommet du crâne, de haut en bas. Elle a reçu exactement 17 coups de marteau. Et ce n'est évidemment pas cela qui est étonnant. Ce qui l'est davantage, c'est que l'homme a été frappé debout, et sans bouger. Comment? Je suis affirmatif. Le plafond est taché de sang, ce qui n'est possible que si la victime était debout. Dans ce cas, en effet, le sang gicle vers le haut, et comme le plafond n'est taché qu'à un seul endroit, la victime était immobile. Vous dites bien qu'il a reçu 17 coups de marteau sur la tête, debout et sans bouger? Exactement. Le commissaire essaie d'imaginer la scène. L'homme ou la femme aurait pu évidemment le maintenir pendant que l'autre frappait, et dans ce cas, ils auraient été littéralement recouverts de sang. Or, et c'est un point qui l'a toujours troublé, on n'a pas retrouvé la moindre trace de sang sur Paul et Isabelle Chénier. Le policier prononce lentement. Mais alors? Alors l'hypothèse la plus vraisemblable, c'est que Raoul Chénier s'est frappé lui-même. Le commissaire Dupré en reste bouche bée. Il a pu faire cela? C'est possible? Le médecin répond d'une voix grave. Dans certains cas d'aliénation mentale, la résistance à la douleur dépasse tout ce qu'on peut imaginer. Joseph Dupré n'a plus qu'à faire libérer le fils et la belle-fille. Ainsi donc, depuis le début, tout n'était qu'une mise en scène imaginée par un fou poursuivant une invraisemblable vengeance.
C'est Raoul Chénier qui a mis le feu dans sa chambre. C'est lui qui s'est pendu après avoir absorbé une dose massive d'alcool. C'est lui qui s'est frappé d'une manière inhumaine. Mais le commissaire Dupré n'a pas l'occasion d'avoir un entretien avec le retraité pour en savoir plus. Celui-ci, guéri de ses blessures, vient d'être interné dans un asile psychiatrique. 9 mars 1935. Le commissaire Dupré reçoit un coup de téléphone de l'hôpital de Clamart. « Je suis interne de service, monsieur le commissaire. Je dois porter à votre connaissance une tentative de meurtre. On vient de m'amener un certain Raoul Chénier. L'empoisonnement à l'arsenic ne fait aucun doute. Il a prononcé quelques mots accusant son fils et sa belle-fille. Actuellement, il est inconscient. Je ne pense pas pouvoir le sauver. » Le commissaire Dupré ne se déplace pas lui-même. Il envoie un de ses hommes qui arrive juste pour apprendre le décès de Raoul Chénier. Celui-ci est sorti depuis peu de l'asile. Il n'était visiblement pas guéri. Tout de suite ou presque en rentrant chez lui, il a recommencé. Et cette fois, il a été victime de ce jeu dangereux. Le policier classe l'affaire sans même interroger Paul et Isabelle Chénier. Ce coup-ci, c'est bien le dernier acte de cette pénible affaire. Pourtant, le lendemain 10 mars, le commissaire Dupré reçoit une visite. Il s'agit d'une certaine Madame Normand, marchande de couleurs, à Clamart. Elle a précisé qu'elle avait une déclaration à faire en rapport avec la mort de Raoul Chénier. Le policier l'accueille sans plaisir. De toute évidence, elle ne peut que lui faire perdre son temps. La marchande a l'air bien ennuyée. « Ce que je vais vous dire ne m'amuse pas, monsieur le commissaire. Mais d'un côté, je ne peux pas non plus vous le cacher. Je vous écoute. Bien voilà. Il y a 3 jours, le fils Chénier est venu m'acheter de la morora. J'ai été surprise car c'était la première fois. Et quand j'ai appris que le vieux Raoul avait été empoisonné... » En se rendant chez le fils et la belle-fille Chénier, le policier a un sentiment très désagréable. Tout aurait été sans doute plus satisfaisant sans ce témoignage de dernière heure, mais il faut bien faire son devoir. Paul et Isabelle Chénier semblent surpris de sa visite. Ils le sont bien plus lorsqu'il leur dit doucement « Pourquoi avoir fait cela ?» Paul Chénier tente de nier, mais au bout d'un bref interrogatoire, sa femme éclate en sanglots. « Il faut nous comprendre, monsieur le commissaire, nous n'en pouvions plus. Vous ne pouvez pas savoir ce qu'il nous a fait subir, ce vieux fou. Quand l'hôpital nous l'a rendu sous prétexte qu'il était guéri après cette désintoxication, nous n'avons pas pu. Il était méchant. Vous n'imaginez pas à quel point. Son idée fixe était de nous mettre en prison pour meurtre. Je n'ai jamais compris pourquoi il s'était mis à noyer mon mari et moi. » Paul Chénier se décide à parler à son tour. Il pousse un soupir accablé. Ce n'était pas de sa faute. Il n'était plus normal. Et il nous a rendus fous, nous aussi. Le commissaire lui pose la main sur l'épaule. « Pourquoi n'avez-vous pas attendu? Votre père était au bout du rouleau. Il aurait suffi d'un peu de patience. » Paul Chénier ne répond pas. Il quitte le pavillon en compagnie de sa femme, et tandis qu'ils montent tous deux dans la voiture de police, Isabelle Chénier murmure « Il a fini par gagner. »